Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous parlions des règles de supersélection exactes, nous avions évoqué le cas de la charge, et nous savons de la théorie de Maxwell que toute charge porte avec elle un champ électrique associé. Et ainsi, une superposition de charges peut être écrite sous la forme somme sur Q de ce coefficient CQ de d'état CQ total. Q étant l'indice pour différents états de charge. Ça peut s'écrire comme somme sur Q de CQ xi nu Q psi champ local, champ le psi pour le champ Q, qui peut encore écrire comme somme sur Q, c'est Q psi local Q psi champ lointain Q, où psi nu c'est l'état de la charge seul sur le champ, et CQ local, c'est la charge avec son champ électrique localement, et le reste, le champ électrique lointain. Puisque nous pouvons seulement observer la charge habillée de son champ électrique, qu'on ne peut jamais supprimer, et localement, elle doit être décrite par la matrice de densité, ρ, égale somme sur Q, de CQ au carré, fois CQ local, CQ local. Si les champs lointains sont des états orthogonaux, c'est-à-dire discernables les uns des autres, alors les états croisés s'annulent et la cohérence serait localement absente. Donc pas de superposition, décohérence complète. Ainsi la question qui se pose, c'est est-ce que le champ de Coulomb, champ électrique coulombien, fait seulement partie de la cinématique, purement mathématique, imposée par la contrainte de Gauss, qui permet de l'écrire sous cette forme, qui est un choix de jauge mathématique, ou représente-t-elle un degré de liberté dynamique quantique? Et donc devons-nous considérer la décohérence via un champ de Coulomb retardé, le fait qu'il se propage à vitesse finie. Alors que nous disent les expériences? Une superposition de cette forme peut parfois être observée pour des particules chargées. Ça a été montré par les travaux de Hasselbalch. Mais d'un autre côté, le champ de Coulomb classique retardé contient de l'information sur le chemin qui est parcouru par la particule chargée et détruisant ainsi la cohérence. Donc de fait, la situation n'apparaît pas très claire et le problème reste en partie ouvert. Donc une question essentielle reste, quel est le rôle en physique quantique du champ de Coulomb? Une situation similaire se pose pour la gravité quantique, où là on possède encore moins de données expérimentales, où nous pouvons nous attendre à ce que les superpositions des masses d'énergie propre différentes soient décohérées par la courbure de l'espace-temps. Une autre règle importante de supersélection exacte interdit les états superposés avec à la fois des spins entiers et demi-entiers. Par exemple, un état tel que psi égale spin 1 plus spin 1 demi. Et effectivement, une particule
est toujours dans un état ou de spin entier ou de spin demi-entier. Et cet état se transforme sous une rotation 2π, c'est-à-dire 360 degrés, on fait un tour complet, on revient dans la situation initiale. Cet état, si 2π devient spin 1 moins spin 1,5. C'est clairement un état différent à cause de la différence relative de phase, le signe moins. Si l'on demande qu'une telle rotation ne change rien, on fait un tour complet, on revient dans la situation initiale, alors un tel état doit être exclu. C'est un argument standard ou en faveur de la règle de supersélection dite d'univalence. D'un autre côté, on a observé le changement de signe des particules de spin, le changement de signe relatif, des particules de spin 1,5 sous une rotation de 360 degrés dans certaines expériences. Le spin 1,5 a ce changement de signe et il est observé. Donc, il nous reste deux options. Où nous voyons le groupe SO3, qui est le groupe classique des rotations à 3 dimensions en mathématiques, où nous voyons ce groupe comme le groupe de rotation, au groupe de rotation propre aussi en théorie quantique. Alors rien ne doit changer si on fait un tour, si on tourne le système complètement d'un angle 2π, 360 degrés. Donc nous pouvons déduire cette règle de supersélection de la symétrie. Mais cela peut aussi être seulement vu comme un préjugé classique, puisque en physique quantique, des particules de spin 1,5 ont un changement de signe, avec des conséquences importantes, comme le principe d'exclusion. L'autre choix est alors d'utiliser SU2. Donc, on a les rotations à 360 degrés et on peut appliquer une autre symétrie qui est la symétrie miroir. On fait un renversement complet. Donc, une main gauche devient une main droite. Et on combine les deux symétries et toutes les rotations. C'est le groupe SU2. Et donc, on utilise le groupe SU2 comme groupe de symétrie pour les rotations. Mais alors, nous avons en effet besoin d'expliquer pourquoi ces étranges superpositions de spin ne se produisent jamais. Ce dernier choix revient à garder le principe de superposition comme principe fondamental de la mécanique quantique. Et en termes plus techniques, nous devrions éviter d'utiliser des groupes de représentation qui n'ont pas une représentation unique comme SO3. Il y a deux représentations, la représentation main gauche et la représentation main droite. Et dans la théorie de la supersymétrie, les bosons et les fermions sont traités sur un pied d'égalité, et ainsi il serait naturel de superposer leurs états de spin différents. Ce qu'ils ne font apparemment jamais en physique des particules. Et donc, il y a là un problème ouvert. L'argument largement utilisé que les états physiques doivent être représentés par des rayons, c'est-à-dire que un tel état tel que psi, qui est un vecteur d'état de l'espace de Hilbert, ne peut pas avoir n'importe quelle grandeur. On doit normaliser les états. Et en considérant les états uniquement normalisés, on appelle cela les rayons.
Et donc, l'argument qui est classique, c'est de dire qu'on doit utiliser les rayons et pas les vecteurs, parce que ça doit être normalisé dans l'espace de Hilbert. La base d'un vecteur d'état ne peut pas être observée. Mais cet argument est aussi trompeur, puisque la phase relative entre deux particules, deux états, est tout à fait certainement pertinente et mesurable. On devrait préférer des vecteurs comme vecteurs d'état physique, fondamental, plutôt qu'un rayon, les rayons ne pouvant pas être superposés sans faire référence explicitement au vecteur. Alors, d'une manière similaire, on pourrait aussi déduire l'argument sur la supersélection de la masse. Dans ce cas, nous pourrions maintenir le principe de superposition et remplacer le groupe de Galilée, donc le groupe galiléen non relativiste, par un groupe plus large. Et la manière de faire a été montrée par Giulini. Mais alors, il faut aussi expliquer pourquoi on n'observe pas les états de superposition de masse. Le groupe classique pour l'espace-temps, groupe de Galilée ou en relativité, le groupe de Poincaré, ont en effet là aussi une double représentation comme notre groupe de rotation. Et pour traiter le cas des fermions dans le cadre de la relativité générale, un espace-temps en courbe, on est obligé d'utiliser un formalisme différent, le formalisme des tétrades, ou d'admettre un groupe de rotation, un groupe de représentation de l'espace-temps plus large. Donc tu vois que toutes ces questions sont un peu similaires, et la question, et on est toujours confronté à ces états, à ces situations où on est obligé de prendre une situation plus large, mais où on doit alors expliquer pourquoi certains cas ne sont jamais observés. Et la question, qui est une question ouverte, non résolue, la question ouverte finale est alors, les règles de supersélection exactes peuvent-elles être toutes vues comme des effets de la décohérence? Le fait est que cette question n'est pas tranchée. Voilà pour les règles de supersélection exactes, qui donne un peu la limite de la connaissance théorique dans ce domaine. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer à des exemples. Et nous commencerons par parler du point le plus évident comme application, c'est le fait qu'on se retrouve en état macroscopique dans la base position, et donc nous parlerons de tout ce qui concerne la localisation des objets. Je vous remercie.